Alors oui, le titre est pas provisoire, il est définitif, mais en fait, je voulais quand même apporter trois précisions pour commencer. D'abord parce que je voulais donner comme titre, mais ça aurait peut-être pas cadré d'emblée, quoi. Écophénoménologie, je voulais appeler ça écophénoménologie. Euh, et pour comprendre ce que signifie écophénoménologie, on peut l'écrire de trois manières différentes, écophénoménologie. On peut l'écrire en un seul mot. On peut l'écrire en deux mots, enfin avec tiré entre éco et phénoménologie. Et on peut l'écrire avec deux tirés entre écho, phénoménaux et logie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de l'étude 2 du discours sur ce qui apparaît quand apparaît l'écho, c'est-à-dire l'oikos. Et je verrai plus tard, hein, pour l'oikos, je ne traduis pas encore parce que ça va être l'objet, si je puis dire, c'est pas un objet justement, de toute cette intervention. Euh, Donc après, on comprend ce que ça signifie en un seul mot, hein, sans tirer écophénoménologie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire écologie, hein, écologie, écophénoménologie, parce que l'écologie, c'est, on l'oublie souvent, hein, mais l'écologie, on pense souvent que c'est l'environnement, etc., tout ça, mais l'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est l'étude de le discours sur l'oikos. Hein, c'est ça, l'écologie. Et l'écophénoménologie, c'est la même chose, sauf que c'est l'oikos en tant qu'il apparaît. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'en fait, cet oikos apparaît dans l'expérience esthétique, en particulier. Pas seulement, hein, mais en particulier. Le deuxième précision qui découle de la première, c'est que vous aurez compris que ce que je vais dire est phénoménologique, c'est-à-dire inspiré de la phénoménologie et en particulier de la phénoménologie heideggerienne, au point que je ne sais plus qui parle, si c'est Heidegger, si c'est moi. Euh, voilà. Bon, j'espère que. Parce que parfois, bon, Heidegger en ce moment, ne peut pas trop en parler, donc je prends les devants et je dis voilà, je vais parler de Heidegger. Enfin, je vais en parler sans en parler parce qu'il est tellement présent, si j'ose dire, que je ne sais plus hein, si c'est lui ou si c'est moi. Et la troisième précision, qui est en même temps, en quelque sorte, l'introduction, hein, de l'introduction, c'est que je me suis intéressé à ce que les médias et les observateurs avisés de notre monde ont appelé je reprends leur terme, hein, les activistes écologistes, je crois, hein, ou les écologistes activistes. C'est-à-dire ceux qui ont mis de la peinture sur les œuvres d'art protégées, hein. C'est-à-dire sur les vitres, en fait, qui protègent les œuvres d'art. Et moi, je ne porte pas du jugement hein, sur ce qu'ils ont fait. C'est leur truc, c'est voilà. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est leur geste, et plus précisément ce que l'un d'eux en a dit, hein, juste après l'affaire des tournesols. Il a dit pourquoi on fait ça? Parce qu'on admire la beauté artistique qu'on protège, et on ne voit pas la beauté naturelle qu'on détruit. Hein. C'était juste après la peinture sur le tournesol de Van Gogh. Hein. Alors pour moi, ce geste et ce qui en a été dit, ben, j'y vois trois significations qui sont liées. Hein. La première, c'est que ce geste et les autres hein, qui ont suivi après, je ne sais plus, je me suis pas tenu au courant, mais je sais qu'il y en a eu encore deux ou trois, hein, comme ça, dans un genre. C'est que ce geste indique la nécessité d'une, je reprends l'expression de Husserl, d'une conversion du regard. C'est-à-dire,
conversion, convertir, qui ne veut pas dire détourner, hein. J'y reviendrai. Hein. C'est-à-dire de la beauté artistique vers la beauté naturelle. Bon, pour l'instant, on fait comme s'il y avait une différence entre les deux, et comme si on savait ce que veut dire beauté naturelle, ou même beauté artistique, et surtout comme si on savait ce que veut dire nature. Ensuite, deuxième signification que je peux en dégager, c'est que ce geste, et ce qui en est dit, mettent l'accent sur la notion de beauté, le beau. Qu'il s'agisse du beau, esthétique ou naturel. C'est-à-dire sur ce qui provoque un sentiment d'admiration et en même temps, par là, ipso facto, une expérience esthétique. Parce que s'il y a une expérience esthétique, c'est quand même une expérience du beau. Hein. Alors par quoi passe cette expérience? Je ne sais pas, on verra, mais c'est quand même une expérience du beau. Après, on peut toujours discuter, on va se signer sur la notion de beau, mais c'est bien ça, une expérience du beau. Et troisième signification que j'y vois, c'est qu'il y a en même temps un déplacement du sens de la notion d'écologie. L'écologie, c'est plus simplement, ça, on reprend la définition du dictionnaire, hein, si je la retrouve. Mais bon, c'est ce qui est donné dans le dictionnaire. C'est-à-dire que l'écologie, souvent, c'est défini comme la science ou l'étude des relations entre les êtres vivants et leur environnement, enfin, tout ça, quoi. Donc, c'est l'environnement. Hein. Il y a un déplacement de cette signification. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, l'écologie devient le souci de préserver, de protéger, de prendre soin. Souci de prendre soin. Ces orgues, finalement. À la fois de cette manifestation du beau, hein, et de cette manifestation du beau telle qu'elle se donne dans l'expérience esthétique. Du beau artistique et du beau naturel. Ou du beau naturel. Hein. De là, je vais un peu vite, c'est presque une conclusion déjà, mais c'est pour quand même que vous voyez où je veux en venir. C'est qu'en fait, on a du mal à en parler, mais c'est que l'expérience esthétique est indissociablement une expérience, je ne sais pas si c'est un grand sens de le dire d'emblée comme ça, mais une expérience écologique. Évidemment, c'est étonnant de le dire comme ça, mais une expérience écologique, ça veut dire quoi, hein? C'est ce que je vais essayer de montrer à partir de l'expérience esthétique, c'est-à-dire plus précisément à partir de ce qui a lieu dans l'expérience esthétique. Alors, pour comprendre tout ce que je viens de dire là, qui fait office d'introduction, il faut comprendre, pour tenter de comprendre ce que ça signifie, tout ça, pour tenter de mettre en évidence l'évidence d'une expérience esthétique qui donne lieu, hein, j'insiste, vous n'avez pas compris, hein, à un beau, hein, qui est lui-même le lieu de l'oikos, hein, qui est l'oikos comme lieu. Hein. Il faut tenter non seulement de déterminer le sens de ce qu'est le beau. Alors, parfois, je vais dire beauté, mais quand je dis beauté, il faut toujours entendre beau. Hein, je peux faire beau à beauté. Hein. Beauté artistique, beauté naturelle. Mais finalement, Alain l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai noté. Hein. Voilà, le beau, c'est ce qui est. Hein. Heidegger, il n'y aura pas autre chose. Hein. Le beau, c'est ce qui est. Voilà. Plus précisément, le beau, c'est ce qui montre ce qui est. C'est ce qui dévoile ce qui est. Hein. Pour ça qu'il n'y a pas de différence entre beau et vrai chez Heidegger. Entre la beauté et la vérité, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est toute la même chose chez Heidegger. Donc, de déterminer ça, ne serait-ce que pour savoir si cette conversion du regard
hein. Vous avez vu que ces écologistes activistes-là qui ont attaqué les œuvres d'art, quand même, c'est fort, ils ont dit ils ont attaqué les œuvres d'art, vous voyez, comme si on attaquait un pays, quoi. Vous voyez. Alors qu'ils ont simplement jeté de la peinture sur une vitre. Euh, donc si cette conversion du regard est possible, hein, ils ont attiré notre regard sur une œuvre d'art pour nous dire, vous voyez, quand vous regardez, vous ne voyez pas ce que vous regardez. Vous le regardez, mais vous ne le voyez pas. Eh ben, ce que moi, je vais essayer de déterminer, si vous voulez, c'est à quelles conditions on peut voir ce qu'on regarde. Et pas seulement regarder, quoi. C'est vrai, on ne le voit pas, ce qu'on regarde, bien souvent. Et donc, quelles conditions cette conversion du regard? Mais on a compris en quoi consiste la conversion du regard. Hein. La conversion du regard, c'est voir ce qu'on regarde, hein, c'est tout. Et c'est déjà le cas chez Husserl, hein, le retour aux choses mêmes. C'est rien d'autre que ça. Hein. Et encore, mais aussi, déterminer donc ça, si cette conversion du regard est possible, mais aussi comment apparaît cette beauté, ce beau, pardon, hein, dont on fait une expérience esthétique et dont il est nécessaire de se soucier pour en prendre soin. Parce que, je finirai l'introduction là-dessus, de deux choses l'une. Ou bien on admet, pardon, ou bien on admet qu'il y a une évidence du beau naturel. Comme on peut admettre qu'il y a une évidence du beau artistique. Pardon. Et dans ce cas, s'il y a autant d'évidence dans l'un et dans l'autre, on ne comprend pas pourquoi on serait admiratif devant le beau artistique et pas devant le beau naturel. Qu'est-ce qui fait qu'on rate le beau naturel? Pourquoi on ne le voit pas comme on est censé voir le beau naturel? Pourquoi on se déplace? Pourquoi on se déplace pour aller regarder des œuvres d'art qui sont censées être belles et donc avoir une expérience esthétique, hein? Et pourquoi on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux? Le beau dit naturel. Alors, naturel, pour le dire en anglais, c'est un renvoi à la nature. Hein, bon, mais nature, en fait, il faut entendre ce que les Grecs entendaient, c'est-à-dire physis. C'est ce qui apparaît toujours. Hein. Fuo, c'est ce qui apparaît. Donc, comment on peut le comprendre, ça? Pourquoi il faut se déplacer dans un endroit où on a déplacé dans un endroit où on a déplacé des œuvres d'art pour en arriver à se soucier d'un beau qu'on a sous les yeux mais qu'on ne voit pas? C'est ce qu'ont fait ces activistes qui attaquent les œuvres d'art. Hein. Ils nous ont dit, vous avez vu, là, quand vous vous déplacez dans un endroit où on a déplacé des œuvres d'art, ça, vous y êtes attentif à ça, hein, vous y allez, vous payez même pour aller voir ça. Hein. Mais le beau que vous avez sous les yeux, vous ne le voyez pas. Tellement que vous ne vous en souciez pas, et vous ne vous en souciez tellement pas que vous n'en prenez pas soin, et vous n'en prenez tellement pas soin que vous le détruisez. Donc ça, c'était le premier ou bien, si vous voulez. Ou bien alors, on peut dire que ce beau naturel, finalement, c'est comment dire, c'est encore une illusion. Hein. Et donc, une illusion, si c'est une illusion, il ne peut pas être donné dans une expérience esthétique, ou alors l'expérience esthétique de ce beau naturel est elle-même une illusion. Et évidemment, alors, c'est évidemment le geste de ces activistes, mais alors ça voudrait dire, dans ce cas, qu'il y a comme une rupture, hein, même plus que comme un abîme, hein, entre le beau artistique et le beau naturel, et que ce sont deux expériences de type complètement différents. Hein.
De quoi fait-on l'expérience quand on fait l'expérience de ce qu'on appelle la nature, et de quoi fait-on l'expérience quand on fait l'expérience de ce qu'on appelle une œuvre d'art? C'est ce dont je vais parler. En 3 temps. Enfin, en 2, c'est sûr, et en 3, si j'ai le temps. Je parlerai de l'expérience esthétique, puis je parlerai de ce qui a lieu dans l'expérience esthétique. Et éventuellement, je terminerai avec le beau, hein, cette beauté ce beau qui a lieu dans l'expérience esthétique. Alors, généralement, bon, alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais bon, hein, tant pis, je vais répéter un peu. Euh, mais c'est pour prendre les choses, si vous voulez, à contrario, hein. Euh, Parce que souvent, c'est ce qu'il faut faire, hein. Pour bien comprendre ce que veut dire une chose, il suffit de comprendre ce que veut dire l'inverse. Une fois qu'on a compris ce que veut dire l'inverse, on a compris ce qu'on veut dire. Euh, Souvent, l'expérience esthétique est pensée comme relation entre un sujet sentant ou percevant et un objet senti ou perçu. Et perçu. Hmm. Ce qui est problématique dans cette relation, c'est pas qu'il y ait un sujet et un objet, ça, bon, pas toujours, hein, c'est qu'il y ait une relation. C'est-à-dire, quand je dis ce qui est problématique, c'est qu'il y ait une relation, c'est qu'on pose l'être de la relation. Comme s'il y avait des relations, quoi. Comme si la relation avait le même statut ontologique qu'une chose. Mais on voit très bien que la relation ne peut pas avoir le même statut ontologique qu'une chose. Parce que si une relation a le même statut ontologique qu'une chose, alors il va falloir. Alors c'est une chose. Et il va falloir à nouveau une autre relation pour mettre en relation cette chose qu'est la relation avec une autre chose qui peut être aussi une relation. On va être noyé sous les relations ou dans les relations. Donc l'expérience esthétique ne peut pas être pensée comme une relation si c'est une expérience. Il ne peut pas y avoir d'un côté un sujet qui sent et qui perçoit, et de l'autre un objet senti ou perçu, et entre les deux, quelque chose, je ne sais pas quoi, qui ferait que bah, voilà, ça a lieu. Hein. Non, s'il y a une expérience esthétique, et c'est bien ce que veut dire esthésis, hein, c'est de l'ordre de la sensation, mais qui est donnée dans la sensation, en même temps que la sensation est donnée dans cette expérience. L'expérience esthétique est forcément immédiate. Si je veux voir quand je vois une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, des tournesols ou d'autres, euh, je suis frappé par la beauté de ce que je vois, hein, ou de ce que j'entends, hein, ou même de ce que je goûte, etc. Je suis frappé. J'ai pas le temps de me dire alors est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, c'est-à-dire j'ai pas le temps d'entrer dans la relation. Il faut déjà donc, si on veut vraiment faire qu'on va appeler une phénoménologie de l'expérience esthétique, hein, il faut déjà donc sortir de la relation. Voilà, on va retrouver la définition. Parce que quand comme la relation n'est jamais... Bon, je vais le dire autrement. Pourquoi on ne peut pas penser l'expérience en général, hein, pas seulement esthétique, mais en particulier
l'expérience esthétique à partir de la relation, parce qu'on ne fait jamais l'expérience d'une relation. Et donc, quand on pense l'expérience esthétique à partir de la notion de relation, on pense nécessairement quelque chose qui a une détermination métaphysique. C'est-à-dire qui est, alors, est-ce que c'est au-delà, hein, c'est métaphysique, au-delà, mais ça peut être derrière, ça peut être sous, enfin n'importe où, hein, mais pas dans ce qui apparaît. Même pas dans le fait que ça apparaisse. Hein. On fait jamais l'expérience d'une relation. Hein. La relation, c'est une détermination métaphysique de ce qui a lieu dans l'expérience en général et dans l'expérience esthétique en particulier. Il en est de même, d'ailleurs, de ce que cette relation est censée mettre en relation, c'est-à-dire du sujet et de l'objet. Si on admet que l'œuvre d'art, ou le beau de l'œuvre d'art, enfin peu importe, pour l'instant on ne fait pas trop de distinction, dont je fais l'expérience dans l'expérience esthétique, n'est pas un objet. Je ne sais pas, quand on voit une œuvre d'art, quand on l'entend, que ce soit... tout à l'heure, on avait un extrait de film, mais ça peut être les tournesols à nouveau, ça peut être n'importe quoi. J'ai pas affaire à un objet, c'est-à-dire que j'ai pas affaire... Ce que je vois d'emblée, ce dont je fais l'expérience immédiate, c'est pas un ensemble de déterminations. Ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est pour les historiens de l'art. Hein. Mais nous, enfin moi en tout cas, qui fait une expérience, et en particulier une expérience esthétique. J'ai pas affaire à un objet. D'ailleurs, on pourrait même dire que l'expérience, alors je vais créer des espèces de néologismes, mais on pourrait même dire que l'expérience désobjective ce qui est saisi par la pensée comme objet. Quand je dis ce qui est saisi par la pensée, je veux dire ce qui est posé, ce qui est déterminé par la pensée. Attention, par pensée, je veux dire pensée rationnelle, hein, par la raison, en fait. Comme objet. Donc, en fait, ce n'est pas un objet. L'œuvre d'art n'est pas un objet. Ce dont je fais l'expérience dans l'expérience esthétique, ce n'est pas un objet. Mais si ce n'est pas un objet, donc du coup, il n'y a plus de sujet non plus. Hein, puisque c'est le sujet qui pose l'objet. Il ne peut pas y avoir d'objet sans sujet. L'objectum, c'est ce qui est posé devant par un subjectum, c'est-à-dire par un sujet. Donc, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus de relation, mais il n'y a plus non plus d'objet, il n'y a plus de sujet. Quand je dis il n'y a plus rien, si. Il y a quelque chose qui a lieu. Et ce quelque chose qui a lieu, c'est l'expérience esthétique et ce qui est dans l'expérience esthétique, ce qui est donné en même temps que l'expérience esthétique elle-même. Hein, cette espèce de saisissement, vous savez, d'aucuns diraient d'étonnement. C'est pareil, l'expérience philosophique, c'est pareil. Hein. La philosophie, ça commence par une expérience. Hein. Aristote le dit hein, dans le livre Petit Alpha de la métaphysique, mais Platon le disait avant lui, dans le Théétète. Il faut être frappé d'étonnement pour commencer à faire de la philosophie. Et après, on y reste hein, dans l'étonnement. Mais c'est pareil pour toute expérience. Hein. L'étonnement, c'est le fait d'être, bon, c'est le tonnerre, c'est le fait d'être saisi, c'est le fait d'être frappé. Je suis frappé devant la beauté d'une œuvre d'art. Mais on voit déjà le lien qu'on peut faire. Je suis frappé devant la beauté d'un paysage. Je suis frappé par la beauté naturelle. Comment peut-on ne pas être frappé par ce qu'on qualifie de beauté naturelle? Ensuite, si on en reste à l'expérience, voyez, on peut désamorcer plein de choses hein, en supprimant la relation, en supprimant le sujet et l'objet. Puisque si on supprime la relation, on supprime l'objet. Mais on supprime aussi ce que j'appellerais le relativisme de l'esthétisme. Pas de l'esthétique, hein, de l'esthétisme. Vous savez, oui, mais enfin, le beau, c'est relatif, chacun ses goûts, tout ça, quoi. Hein. Non, c'est pas vrai que le beau est relatif.
dans la mesure où je fais l'expérience du beau, ce dont je fais l'expérience est absolu. C'est tellement absolu que je ne peux pas le dire. J'ai du mal à le dire. Je suis saisi et j'ai pas les mots pour le dire. Donc on évite, si vous voulez, donc il y a bien une différence. Et là, je reprends un peu. Alors c'est ce que dit Heidegger, de ce que dit Nietzsche. Après, est-ce que Heidegger a raison, est-ce que Nietzsche a raison? On s'en fiche un peu en fait, hein, c'est pas la question. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il pense sous ces termes-là. Heidegger dit à propos de Nietzsche que Nietzsche, c'est de l'esthétisme, si vous voulez. Bon. Hein. Notamment parce que Nietzsche envisage toujours l'art du point de vue de l'artiste et jamais du point de vue de l'œuvre, ce que va inverser justement Heidegger, hein, c'est-à-dire qu'il n'envisagera plus l'art du point de vue de l'artiste, mais du point de vue de l'œuvre, et plus précisément de ce que met en œuvre l'œuvre. Et on pourrait même dire de ce qu'elle ouvre. Tant qu'on est du côté de l'artiste, évidemment, on est du côté de l'assistisme. Vous savez, on va vous dire, ah oui, alors l'art, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer, quel est le message, tout ça. Bon, ça, on le laisse aux historiens de l'art. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience esthétique. Et dans l'expérience esthétique, il n'y a pas ce relativisme. Hein. Dans l'expérience esthétique, on fait l'expérience d'un absolu. Après, on l'appelle bon, on l'appelle comme on veut, mais c'est un absolu qui a lieu. Donc déjà, on peut dire que l'expérience esthétique n'est pas l'expérience du beau, au sens où le beau serait un objet de représentation. On sait déjà ce que n'est pas l'expérience esthétique, c'est déjà pas mal. Hein. On pourrait être presque dans une esthétique négative, comme on peut parler de théologie négative, comme on peut parler d'ontologie négative. Et il ne s'agit pas non plus d'un jugement de goût. Hein. Il ne s'agit pas de juger, que ce soit un jugement déterminant, que ce soit un jugement réfléchissant, comme chez Kant. Enfin, vous connaissez un peu Kant, hein, chez Kant, le goût, c'est un jugement réfléchissant. Bon. Donc, il ne s'agit pas non plus de juger, c'est-à-dire de penser, hein, puisque chez Kant, penser, c'est juger. Hein. Alors, vous allez me dire, mais alors, c'est quoi cette expérience-là? Ça désigne quoi? Moi, j'aurais tendance à dire, comme je l'ai, comment dire, suggéré tout à l'heure, l'expérience esthétique, ça passe par l'essence forcément, hein, puisque c'est l'aïstésis. Et puis de toute façon, comment faire autrement? Tout ce qui vient à nous vient forcément, ne serait-ce que dans l'ordre chronologique, hein, vient forcément par l'intermédiaire des sens. Hein. Ah bon, on n'a jamais vu un être naître qui serait pur intellect, hein, par Dieu, mais bon, on ne l'a jamais vu non plus. Cela dit, cela étant dit, l'expérience mystique, hein, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Je n'avais pas pensé à le noter, mais ça me vient d'un coup là. Je veux dire, quand on parle, enfin quand on parle, je ne sais pas si vous avez l'occasion de parler beaucoup avec des mystiques, mais de toute façon, ils ne parlent pas beaucoup les mystiques. Mais si on lit des expériences, etc., vous verrez qu'ils ne décrivent pas Dieu comme un objet. Dieu, c'est un absolu dont ils font l'expérience. Et bon, alors ils essaient de décrire cette expérience. Ils essaient de la décrire. Mais ils ne peuvent pas la penser, je veux dire rationnellement. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'expérience esthétique, c'est toute expérience. C'est l'expérience en général. Tu prêches un convaincu. Je sais, oui. Et quand je dis...
Alors, je vais un peu retrouver, je ne sais pas si c'est dans le même sens, mais un peu retrouver cet oubli, là, savoir où il est passé. Hein. Euh, et quand je dis qu'il faut, enfin, quand je dis à propos de ce geste-là, des, je ne sais pas si on les qualifie, eux, d'éco-terroristes ou pas, mais euh, qu'il faut convertir le regard, qu'il faut, au sens où Serlien, où il faut revenir aux choses mêmes, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut retrouver, finalement, ce qu'on a perdu, enfin, ce qu'on n'a pas perdu, ce qu'on a oublié. On l'a toujours, hein, mais on l'a oublié. Hein. C'est-à-dire cette expérience première qu'on a eue, hein, y compris à la naissance, hein, par exemple. Hein. Et alors, tout à l'heure, hein, quand vous avez parlé des mots, j'ai pensé justement aux expériences que font les enfants avec les mots. Euh, Quand les enfants commencent à parler, les mots sont très étranges pour eux. C'est pas des objets comme pour nous, c'est-à-dire c'est pas des outils ce sont pas des outils de communication les mots. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils les répètent plein de fois. Hein. Pourquoi ils les répètent plein de fois? Parce que ce sont des trucs étonnants pour eux. Tout d'un coup, ils ont affaire à des trucs là qui vont leur permettre de dire quelque chose, mais ils savent pas encore que ça va leur permettre de dire quelque chose. Hein, ça leur tombe dessus comme n'importe quoi pourrait leur tomber dessus. Ils sont saisis par les mots. Hein. Et nous sommes plus saisis par les mots. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de cette parole-là qui, en gros, hein, d'après ce que j'ai compris, mais il faut distinguer, en gros, parler et communiquer, quoi. Hein. Bon. C'est cette parole qui a lieu dans la poésie, hein, dont Heidegger dit que la poésie nomme. Hein, ne communique pas, elle nomme, c'est-à-dire qu'elle fait être ce dont elle parle, hein, comme Dieu, quoi. Et c'est un langage apophantique, dit-il. Hein, c'est très phénoménologique, ça. Je vais revenir tout à l'heure sur la poésie, parce que justement, la poésie est une des deux, avec, avec le fameux temple grec sur lequel je vais revenir aussi, mais euh, la poésie est une de ces expériences où, où on fait l'expérience du mot, non plus comme un outil signifiant de communication, mais comme une chose. C'est-à-dire que le mot nous saute aux yeux, nous saisit. Hein, et l'assemblage de mots, cet assemblage de mots dans une phrase, dans ce qu'on appelle une phrase, enfin, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait lire la poésie à haute voix, hein, y compris quand on est seul. Hein, parce qu'il faut l'entendre en même temps. Hein. Il faut être saisi par les mots, parce que sinon on cherche du sens, etc. Et il n'y en a pas du sens, il n'y a pas de sens dedans. Hein. Il n'y a que des mots. Donc revenir aux choses mêmes, c'est ça. Convertir le regard, c'est revenir aux choses mêmes. Et revenir aux choses mêmes dans l'expérience esthétique, c'est ça, c'est-à-dire revenir à ce qu'on n'a pas perdu, parce qu'en fait on l'a, mais ce qu'on a oublié, et ce qu'on a oublié, c'est quoi? C'est cette expérience qu'on fait dans l'immédiateté à. Déjà, immédiateté à, c'est compliqué, hein, mais dans l'immédiateté à ce qui est. Alors, être, comme le dit Heidegger dans l'introduction à Être étant, être, ça signifie deux choses. Être, ça signifie ce qui est, bien sûr, mais ça signifie aussi le fait que c'est. C'est pas simplement ce qui est être. Hein. C'est aussi le fait que c'est. Ce que, à la fin, dans le deuxième et dernier Heidegger, sera rendu par Es gibt. Hein. Ça donne, compte rendu en français, par il y a. Hein. C'est ça. Et Heidegger est bien plus attentif. Et bien plus attentif. Ce qui intéresse Heidegger, avant toute chose, c'est pas ce qui est, parce que ça, il va l'appeler l'étant. Hein. C'est les objets, quoi. Hein. Ce qui intéresse à Heidegger, c'est ce qui, dans ce qui est. C'est-à-dire, c'est le fait d'être de ce qui est. Et c'est ça, c'est de ça dont on fait l'expérience. Quand on fait une expérience esthétique ou quand on fait une expérience en général. On ne fait pas l'expérience de ce qui est, on fait l'expérience du fait que c'est. On comprend déjà comment l'œuvre d'art va pouvoir nous conduire jusqu'à une expérience de type écologique. Hein, parce que c'est la même chose. Je prends un peu parce que j'ai déjà peut-être beaucoup parlé. Alors,
comment elle va nous conduire à ça? Ben, tout simplement parce que l'œuvre d'art montre le fait que ce qui est. C'est-à-dire le fait d'être de ce qui est. Quand je vois des tournesols, je reste toujours à mettre tournesol, mais quand je vois des tournesols, je ne vois plus que ces tournesols qui sont. Je ne vois plus que l'être là des tournesols, je ne vois plus que le fait d'être des tournesols. C'est ça qui me saute aux yeux. C'est ce dont je fais l'expérience dans une expérience esthétique. Et quand j'attire le regard sur cette expérience esthétique, enfin sur l'œuvre d'art, pour ensuite vous dire, voyez ça, vous le voyez dans l'œuvre d'art, mais vous ne le voyez pas dans la nature. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, dans la nature, enfin dans la Fucis, hein, c'est exactement la même expérience qu'on fait. Hein, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience dans ce qui est, on fait l'expérience que ce qui est, et on fait l'expérience du fait d'être de ce qui est. On fait l'expérience que dans ce qui est, il y a quelque chose qui est, quelque chose qui se donne, es gibt, et le quelque chose qui se donne, c'est le fait d'être de ce qui est. C'est aussi l'étonnement, c'est tout ça. Hein. On n'y est jamais attentif au fait d'être. Hein. Là, bon, je pourrais prendre des tas d'exemples, y compris là en même temps, là, en ce moment, si vous voulez, mais bon. Là, il y a la table, elle est ce qu'elle est, mais il y a aussi un être là de la table. Le fait d'être de la table, on ne perçoit pas le fait d'être de la table. Parle pour toi. Pour moi qui parle, oui, non, je vois. Alors, ensuite, il y a, évidemment, donc là, j'ai parlé essentiellement, mais il y a, alors j'ai pris ça parce que c'est plus simple à transporter que tout Heidegger. Hein. Page 33 et suivante, il y a ce que Heidegger dit, pour ceux qui ont lu l'origine de l'œuvre d'art, ou peu importe, hein, c'est l'origine de l'œuvre d'art qui se trouve justement dans les Auswege, les chemins qui ne mènent nulle part. Quand Heidegger parle du temple grec. Alors je fais juste une précision, c'est que il y a deux versions de l'origine de l'œuvre d'art. Hein. La première, il n'y a que le temple grec, hein, les souliers de Van Gogh n'y sont pas. Hein. D'accord. Et là, c'est en particulier c'est la traduction de Granel, qui n'est pas une autorisation autorisée. Hein. Alors, il dit ceci, en substance et à la lettre, hein, parce que... alors, voilà. Je retrouve le passage. Voilà. Il parle du roc sur lequel le temple grec, le temple... Alors, il parle du temple d'Athéna sur l'acropole d'Athènes. Hein. Le temple repose sa constance. Il parle de son éclat inconcevable. Déjà, on voit un peu comment on va pouvoir comment dire, saisir le beau. Hein. L'éclat inconcevable. Mais c'est aussi l'éclat inconcevable, c'est aussi la vérité. Hein. C'est pareil. Hein. Donc l'éclat inconcevable de sa présence, qui est indissociable, dit-il, de la roche porteuse. Hein. Et ensuite, il parle de l'insignifiance de la chose qui se révèle dans la matérialité et de l'obscurité de support brut qui n'est là pour rien. Alors, il ajoute, même en cassant le roc duquel émerge le temple, hein, je vais revenir là-dessus, nous ne pourrions pas apercevoir dans ces morceaux brisés quelque chose d'interne qui serait ouvert à nos yeux. La pierre s'est aussitôt retirée en ces morceaux dans la même pesanteur sourde et massive. De même, ajoute-t-il, si nous tentons de saisir cette pesanteur par un autre moyen, en plaçant la pierre sur une balance, nous faisons entrer la pesanteur dans le calcul d'un poids. Cette détermination de la pierre peut être exacte, mais elle reste un chiffre et la pesanteur nous a échappé. Et il ajoute un peu plus loin,
La Terre fait ainsi se briser contre elle-même toute tentative de pénétration. Elle fait tourner en destruction toute indiscrétion calculatrice. Elle n'apparaît comme elle-même que là où elle est gardée et sauvegardée en tant que l'indécelable par essence. Elle se retire devant tout décel qui se retient en toute constante réserve. Donc en fait, il dit deux choses. Hein, il dit première chose, il dit je passe sur les citations qui suivent à propos, parce qu'il va dire un peu la même chose de la peinture, il va dire la même chose de la musique. Il dit en fait, il y a un moment indistinct, insignifiant, où le temple émerge du rock. D'accord? Et c'est cette indistinction. C'est-à-dire, cette indistinction, c'est quoi? C'est le moment où apparaît le temple. C'est cette indistinction que montre l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle montre l'apparaissant en tant qu'apparaissant. Elle montre l'être, étant entendu que chez Heidegger, être signifiera plus tard l'apparaître. Elle montre l'apparaître en tant qu'apparaître. La provenance même de l'apparaître. D'une certaine manière, alors, redoubler, c'est une image, vous voyez, mais c'est vraiment qu'une image, hein, parce que c'est pas vraiment ce qui a lieu. D'une certaine manière, l'œuvre d'art va venir redoubler l'apparaître, c'est-à-dire qu'elle va montrer, oui, elle va vous dire, vous voyez là, ben, vous l'aviez pas vu ce que vous regardiez, c'est-à-dire que vous n'aviez pas vu la provenance même de ce que vous regardez. Pourtant, ça y était, mais vous l'avez pas vu. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que tout ça est donné dans, il le dit comme ça, hein, dans la matérialité atomique. Dans la matérialité atomique. Vous voyez, la pierre, je peux la briser tant que je veux. Hein. Je peux la peser tant que je veux. Je pesais les morceaux de la pierre tant que je veux. Je n'aurai jamais affaire à la pesanteur de la pierre. Pourquoi? Parce que je ne peux avoir affaire à la pesanteur de la pierre que dans une expérience qui ne peut pas être mesurée, quantifiée, qui ne peut pas être rationalisée. Donc, cette provenance de l'apparaître est de la matérialité atomique, la matérialité sensible. Tout ça pour dire qu'en fait, ce que, si on veut, pour en revenir à l'expérience esthétique, si on veut penser une expérience esthétique radicale, dans sa radicalité, alors dans sa radicalité, il faut entendre aussi bien dans son origine, si on peut dire, hein, dans sa provenance, que dans ses extrémités, il faut penser le sensible dans sa radicalité. Et c'est ce que pense Heidegger, d'ailleurs, il le dit comme ça. Ce que Heidegger entend, si vous voulez, le caractère absolu, l'absoluité du sensible, Heidegger le nomme terre. C'est la terre. Par la terre, il faut entendre la terre, mais aussi ce qu'il y a de terreux dans la terre. Bon, si vous avez déjà mis vos mains dans la terre, vous saurez de quoi on parle. C'est ça. Hein, donc le sensible, c'est plus simplement un objet qui viendrait frapper nos sens. Hein. Le sensible, c'est la totalité de ce à quoi j'ai affaire dans une expérience esthétique, en particulier, et dans toute expérience en général. On va le nommer la Terre. Et donc, en le nommant la Terre, pas besoin de faire de longs discours, hein, pour comprendre le rapport qu'il y a avec l'écologie. Hein. De quoi se soucie l'écologie? Elle se soucie de la Terre. Et elle se soucie de la Terre comme lieu habitable. Et comme le dira, alors là, j'avance aussi à toute vitesse, mais parce que, comme le dira Heidegger, le temple, c'est ce qui aménage un monde. C'est-à-dire, c'est ce qui rend habitable la Terre. Le temple est toujours, en gros, est toujours un peu au milieu, quoi. Enfin, de toute façon, tout est construit à partir du temple. Hein. Donc, c'est ce qui aménage un monde, hein, c'est ce qui rend la Terre habitable. Alors, je vais vite parce que donc c'est bientôt, je sais plus.
Alors, voilà, et donc il dira, pour finir avec cette description du temple grec, il dira, donc, c'est pas le 63, il parlera donc de notre appartenance à la terre. Ce que montre l'œuvre d'art, en particulier le temple grec, mais aussi, dans la deuxième version, les souliers de Van Gogh. Il dira la même chose de Hölderlin, de Meurick, enfin, quand il analysera les différents vers des uns et des autres. Hein. Ce qu'il montre à chaque fois, c'est que il montre notre appartenance à la terre. Nous appartenons à la terre, ne nous appartient pas. Hein. Nous appartenons à la terre. Comme tous les êtres vivants, enfin comme tous les êtres en général, animés ou inanimés, comme tous les êtres vivants en général, et nous en particulier, nous appartenons à la Terre. Et c'est en ce sens que l'expérience esthétique nous conduit directement à un souci écologique qui consiste à prendre soin de ce dans quoi on habite. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience, pour le dire simplement, on prend conscience que nous appartenons à la Terre et pas l'inverse. Hein. D'où, mais je passe là-dessus, d'où ensuite, enfin c'était avant plutôt, d'où avant la critique de la technique chez Heidegger. Hein. La critique de la technique, c'est pas une critique de la technique pour la technique. Hein. On s'en fiche de la technique hein, en soi. On critique la technique uniquement parce que la technique, c'est ce qui nous a fait oublier cette appartenance à la Terre et qui nous a fait croire que la Terre nous appartenait. Au lieu de préserver ce souci et ce soin de la Terre, à condition d'avoir conscience que nous appartenons à la Terre, pas l'inverse. Alors, page 74, il le dit à propos d'un vers de Meurick, donc page 75. Voilà, hein, bon. C'est dans 255. C'est à la fois dans l'origine de l'œuvre d'art et Hebel, l'ami de la maison. Il dit donc de la même manière que la poésie porte au langage la maison du monde en vue de la rendre habitable. Donc la poésie porte au langage la maison du monde en vue de la rendre habitable. Comme le temple, comme la musique. C'est l'heure, je ne sais pas. Ça fait 3 quarts d'heure? Non. Non. Tout ça pour dire que ce à quoi donne lieu l'expérience esthétique, bon, vous l'aurez compris, hein, j'ai lourdement insisté, c'est le lieu. Hein. C'est le lieu de l'être là que nous sommes. C'est le là de l'être là. Hein. Ce lieu, c'est la maison, la demeure, l'habitation, c'est-à-dire l'oikos en grec, qu'on retrouve dans écologie. Mais cet oikos qu'on retrouve dans l'écologie, et dont l'écologie va nous dire, avec son discours sur, son étude de, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut s'en soucier, n'est possible qu'à condition qu'il y ait au préalable ce que moi j'ai appelé une écophénoménologie, c'est-à-dire qu'il faut bien d'abord que ce lieu apparaisse. Comment peut-on se soucier de ce dont on n'a pas conscience et dont on n'a pas conscience parce que ça n'apparaît pas, parce qu'on ne se rend pas compte que ça existe, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on habite un lieu et non un espace géométrisé. Hein, qu'on n'habite jamais, il n'y a personne qui habite sur une autoroute ou dans un supermarché. Personne n'y habite, on ne fait qu'y passer. Nous habitons des lieux, et même nous habitons un lieu, la Terre. C'est ce que nous montre l'œuvre d'art. L'œuvre d'art nous montre, qu'il s'agisse d'un chant de son au sol, qu'il s'agisse des souliers de Van Gogh, qu'il s'agisse d'un vers de Meurick ou de Hölderlin, etc. À chaque fois, on nous montre un monde habitable, c'est-à-dire le lieu que nous habitons.
Et finalement, il y a les gens qui disent, bon, ils ont raison peut-être ou pas, mais je terminerai là-dessus un peu sur presque mais pas seulement, un discours, deux choses pour conclure sans vraiment conclure. La première, c'est que les gens qui disent qu'il y a deux Heidegger, le premier où il va se soucier du Dasein, de son être au monde, etc., puis le deuxième où il va se soucier de l'être, c'est pas totalement vrai, je pense. Il se soucie de la même chose, c'est-à-dire qu'il se soucie à chaque fois du là, de l'être. C'est tout. C'est-à-dire du lieu. Quand Heidegger va consacrer toute la deuxième partie, en quelque sorte, de son œuvre, à une seule et même question, c'est le lieu. D'ailleurs, dans les questions 4, je l'ai pas, il faudrait que je le retrouve, mais hein, il le dit, hein, topos, vérité. Hein, voilà, c'est la même chose. Deuxième chose, pourquoi le beau? Mais parce que le beau, on l'a vu, ce n'est jamais, pour Heidegger, mais pas seulement, hein, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais plus qui parle, mais pour tout le monde, le beau, ce n'est jamais, alors, allez, au pire, une modalité de la vérité. Alors, de la vérité au sens où l'entend Heidegger, hein, pas de la vérité veritas ou de la vérité certitudo, hein, de la vérité où l'entend Heidegger, c'est-à-dire de cette espèce de dévoilement, hein, du fait que c'est. D'accord. Et c'est ça que nous montre le beau, qu'il soit artistique ou naturel. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agisse du beau de la physis, que fait apparaître la physis quand elle fait apparaître du beau? Elle fait apparaître que ce qui est, et il est là où il est. Hein, en même temps que nous sommes bien là où nous sommes. Hein, de toute façon, nous ne pouvons jamais être ailleurs que là où nous sommes, et là où nous sommes toujours là, c'est-à-dire quelque part. Hein. Bon. Et donc, premièrement, Heidegger s'est toujours préoccupé de la même chose, et deuxièmement, le beau, l'expérience esthétique, si on la pense à partir du beau, l'expérience esthétique n'est jamais que l'expérience de ce qu'il appelle la vérité, c'est-à-dire l'expérience du dévoilement. Alors bon, c'est galvaudé dévoilement, je sais, de la non-occultation, on pourrait dire, de l'apparaissant, hein, de l'être là.